bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Pierre. Ça fait plaisir de te voir à Montsartou. Donc, est-ce que tu fais souvent des festivals photos comme celui-ci? J'en fais régulièrement, souvent ça dépend vraiment des époques ou des années. C'est vraiment au gré des invitations des uns et des autres. Donc c'est la première fois en tout cas que je suis là, à l'invitation de Fabrice. Et un peu sous ta houlette Pierre, et comme je sais que c'est ta région aussi, je suis très content de pouvoir te revoir et de venir ici. Voilà, pour pouvoir présenter ces nouvelles images. Et faire une petite rétrospective en fait, c'est un peu l'idée. Alors justement, par rapport aux images que tu présentes, j'ai vu qu'il y avait d'anciennes images, donc pure Star Wars, d'autres qui étaient plus Dark Corporation. Ouais. Comment s'est fait le choix des clichés qui sont exposés? Alors tu dis pure Star Wars, oui. je rectifie un tout petit peu. Ça reste quand même Dark Lens pour moi. Et qu'est-ce que c'est que Dark Lens? C'était au départ des personnages et des vaisseaux de Star Wars dans le réel. Donc c'est pas exactement du Star Wars. Je tiens à ça parce que l'idée pour moi a toujours été de faire parler les espaces et les lieux. Et du coup de modifier notre perception des lieux en utilisant Star Wars. C'est ça que j'appelle Dark Lens. Donc effectivement au départ ça n'était que et exclusivement les personnages et les vaisseaux de Star Wars. Et puis maintenant progressivement, ça fait plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé cette série en 2004, donc que les personnages ont débarqué sur Terre, et je trouvais intéressant, pour ne pas tourner en rond, d'imaginer autre chose, un espèce de monde parallèle qui s'ouvre, et ce serait l'histoire de ces droïdes et de ces vaisseaux réinventés sur Terre, en reprenant les techniques, les contraintes, voire même le design local. Donc progressivement, ils s'affranchissent de la saga Star Wars pour mener leur propre existence sur Terre. Alors j'imagine que justement quand on voit progressivement cette évolution des clichés, j'imagine que le choix des lieux, puisque tu parlais d'espace, le choix des lieux s'est fait en conséquence. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait des lieux assez, je dirais, hétéroclites quand on voyait les premiers clichés, puisqu'on voyait des espaces fermés, puis des espaces excessivement ouverts, et progressivement, on sent qu'il y a une recherche beaucoup plus approfondie sur les lieux et le choix des lieux. Alors en fait, comment se met en place cette sélection? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête au départ, ou est-ce que c'est au fil des voyages et de se dire il y a des endroits absolument extraordinaires qu'il faut pouvoir saisir? Peut-être l'évolution qu'il y a entre le début et maintenant, c'est qu'au départ, j'étais dans une sorte de confrontation frontale entre le réel et le personnage de Star Wars. Et donc il y avait un lieu, un personnage. Et donc il y avait à la fois je trouvais que ça avait une grande efficacité, y compris visuelle. Il y a cette fameuse image des deux gardes rouges sur ce parking, qui est devenue une image assez emblématique, puisqu'elle était très graphique, très simple, très directe, très frontale. Progressivement, j'ai tenté de glisser vers un univers complet, qui serait une hybridation des lieux avec les personnages. Savoir que les personnages de Star Wars, ils avaient l'air d'être chez eux. C'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, je cherche des lieux plus ambigus, plus ambivalents, où déjà pointe une sorte de science-fiction. Et la base de ma série, ce serait de dire ça. On vit déjà en pleine science-fiction. Donc si j'utilise les personnages de la science-fiction, ça va de soi, parce qu'en fait, les lieux le sont déjà. D'accord. Et alors j'imagine comme on est plus dans Dark Corporation aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une idée de la suite? Ou est-ce que c'est toujours en perpétuelle construction et rien n'est arrêté? C'est en perpétuelle construction, rien n'est arrêté, mais là, vraiment je voulais marquer une sorte de rupture. Alors la rupture, elle est en devenir, il y a les toutes premières images qui arrivent, mais elle arrivera vraiment, les premières photos qui vont, je crois, et ce ne sera pas que des photos, on va maintenant travailler en des sortes d'installations. Donc il y aura une succession d'images qui vont ouvrir plein de scénarios possibles. Et l'idée c'est de recréer une sorte de narration, mais de narration ouverte. Ça, je suis très attaché à ça pour qu'elle puisse bouger dans tous les sens et pas me cantonner à une histoire qui aura un début, un milieu, une fin. C'est vraiment une chose importante. L'idée de la nouvelle série, donc j'ai appelé cette phase de transition que je montre ici Back to the Stars, parce que j'avais arrêté pendant quelques années en disant
il faut que je trouve un système pour pas tourner en rond. Et là, le système, il a été très compliqué à mettre en place, parce que maintenant je travaille avec une équipe complète. Donc il y a des designers, des gens qui texturent, des gens qui modélisent, pour vraiment recréer un monde complet. Et donc la transition, elle va arriver avec la création d'une société gigantesque, globale, qui a une société bien sûr imaginaire, qui aura créé ces nouveaux vaisseaux, qui s'appelle la Dark Corporation. Et l'idée, c'est que maintenant, les droïdes peuplent cette Terre, et la totalité de cette Terre, y compris les droïdes bien sûr, appartient à la Dark Corporation. Et arrive une narration parmi d'autres, mais j'ai décidé de faire parler l'un de ces droïdes, qui est un droïde singularisé, donc c'est un battle droïde qui est maintenant doué de pensée et de capacité d'écriture. Et l'idée, c'est que ce droïde, qui vient de prendre possession de ce corps, va partir à la rencontre de ce monde étrange, mi-réel, mi-fictionnel, ce monde qui appartient à la Dark Corporation. Alors tu parlais justement d'une équipe, et ça m'amène à poser une question sur le fait de... Alors pourquoi avoir choisi une équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de, je dirais, de maximiser le rendu du point de vue technique de la photo? Ça te permet d'accélérer le processus de traitement? Pourquoi t'être entouré d'une équipe en fait? Oui, il y a quelque chose qui est toujours difficile à accepter quand on se dit photographe, c'est quand les gens se disent « Ah mais alors il ne fait pas tout seul ». Donc ce serait plus vraiment de la photo, et donc ce serait plus vraiment à lui ces images. Or là, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez absurde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un réalisateur d'un film de tout maîtriser, de tout savoir faire. Et au fond, maintenant je me définis plus comme un réalisateur photographe. Et pour arriver à faire mes images, j'ai besoin des compétences que je ne maîtrise pas. Il y a plus seulement Photoshop, mais là il y a Maya, il y a 3ds Max, il y a Rhino, il y a des tas de logiciels qui sont très complexes. Et je préfère infiniment, plutôt que de passer une vie à essayer de maîtriser un logiciel, à utiliser des gens dont c'est la compétence, qui ont aussi un regard technique et de spécialistes sur leur champ, et de voir ce que ça peut apporter à la série. Et je pense que c'est bien plus intéressant et bien plus fort du coup d'utiliser cette équipe plutôt que de tenter de tout faire. Voilà. Et on ne demandera évidemment jamais à un réalisateur de devenir aussi le chef déco, le coiffeur, maquilleur. Ce serait absurde. Et pourquoi on ne donne pas cette liberté aux photographes alors que ça fait 150 ans qu'on le donne, 120 ans qu'on le donne au cinéma. Exactement. Alors très rapidement, est-ce que tu utilises toujours le même matériel depuis les premiers clichés de Dark Lens? Je suis les évolutions de la technique. J'ai commencé la série en 2004 quand j'ai acheté mon tout premier appareil numérique en me disant précisément, c'était encore une époque où on disait si c'est du numérique c'est pas de l'art, comme si ça avait quelque chose à voir, mais à chaque fois qu'une technique nouvelle arrive, elle est tout le temps invalidée par ceux qui sont sur place et qui estiment que seuls les geeks et les illuminés l'utilisent, jusqu'au moment où elle rentre dans l'air du temps et qu'après c'est même plus un problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc au départ c'était un Canon, le premier numérique, puis après dans mon travail de pub je suis passé au Phase One. J'ai abandonné la chambre pour le Phase One parce qu'il y avait une possibilité, une capacité et même un rendu assez exceptionnel. Donc ça a suivi l'évolution, donc je suis toujours resté en Phase One. D'autant plus maintenant que je fais des très grands tirages où j'ai besoin d'une précision, d'une finesse. Quand on veut créer l'illusion du réel, il faut pouvoir le faire aussi en grand. Donc j'ai besoin pour ça des capteurs les plus précis et les plus piqués possibles. Voilà. J'ai bien compris l'évolution par rapport à la Dark Corporation, à cette histoire de droïde. Il y a une certaine noirceur dans la Dark Corporation, hein, ne serait-ce que dans le nom. Mais est-ce que finalement l'artiste capture d'une certaine manière l'évolution du monde et les risques qui sont inhérents à cette évolution? Donc on pourrait se demander pourquoi Cédric ne se focalise pas sur des personnages de bien, type Jedi, avec cette certaine valeur morale, ou est-ce que c'est plutôt, j'aurais tendance à dire, l'œuvre noire des alchimistes et qu'au final le bien finit toujours par surgir du noir? Excellente question. Depuis le début, cette série s'appelle Dark Lens. Et Dark Lens, c'est quand même... Donc lens renvoie évidemment à l'objectif, donc à l'appareil photo, mais c'est aussi l'iris, donc l'œil, donc
métaphoriquement le regard. C'est donc un regard sombre. Et au fond, je trouve qu'il y a deux manières de faire de la photo ou d'envisager la photo, ou peut-être même dans l'art en général. Il y a la face solaire, où on essaie de montrer la partie positive et merveilleuse de l'existence, et puis il y a la face sombre qui s'intéresse justement à ce qui est plus obscur, plus ambigu, plus sale, et en même temps, pour moi en tout cas, plus fascinant. Donc depuis toujours, et quelles que soient mes séries, j'y vais par la face nord et donc par la face plutôt obscure. Donc bien sûr, de Dark Lens à la Dark Corporation, c'est rigoureusement le même regard, la même vision. En ça, je ne change pas du tout. La série évolue, mon obsession, mon intuition, mon rapport au monde, il ne change pas et il passe par cette noirceur-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à utiliser des personnages trop immédiatement positifs. Peut-être même que parce que j'ai plus de mal à y croire, ou que je me dis à chaque fois, ils ont une part obscure et sombre, et c'est plutôt cette phase-là que je cherche à explorer. Après, bien sûr, et j'espère, la Dark Corporation, c'est une métaphore ouverte, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression que c'est un moyen habile, si ce n'est subtil, de raconter notre monde aujourd'hui. Juste un petit exemple, maintenant chaque unité locale sur place, puisque je sépare le monde en unités et plus maintenant en régions ou en pays ou en villes, même si c'est toujours des villes existantes, mais elles appartiennent à une unité et chaque unité a une devise, et l'unité que je présente ici c'est l'unité 27 et sa devise c'est In Force We Trust. Donc on voit bien là que ça renvoie à la fois à quelque chose d'assez Star Warsien sur la force, mais c'est aussi la force au sens guerrier, de la puissance, la volonté de pouvoir et de puissance qu'il y a derrière, et on voit à quel point elle est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Donc voilà, il faut être grand clair pour comprendre que je crois parler aussi de notre monde actuel et de son évolution qui est pour le moins inquiétante. Alors tu as incrusté du Star Wars dans des images réelles pour les faire évoluer vers ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres univers existants, je ne vais pas les citer, ça peut être Marvel, ça peut être n'importe quoi d'autre, vers lesquels tu aimerais pouvoir te tourner? Alors, mon point de départ et mon point d'appui, c'est Star Wars. Pour plein de raisons, je l'ai souvent expliqué, pour des raisons liées à l'enfance, parce que moi, même si j'ai fait un break assez long avec Star Wars et que je ne fais pas partie des fans qui connaissent tout par cœur, je l'ai vu comme beaucoup dans ma jeunesse, dans les 3 premiers opus, et ça m'a, comme tant de gens, c'est une banalité de le dire, mais voilà, ça m'a aussi profondément marqué, ça a marqué mon imaginaire. Donc pour moi, utiliser de la science-fiction sur Terre ne pouvait être que le matériau Star Wars. C'est une évidence. Et en plus, il y a tout le génie de Lucas qui d'avoir inventé ces mondes parallèles, d'avoir créé visuellement une infinité de mondes, ça c'est extraordinaire. Et en plus, en laissant tous ces mondes ouverts, donc chacun s'en est emparé. Donc c'était comme une invitation à s'y lever aussi. Donc moi aussi j'ai voulu poursuivre ça. Donc ce point de départ, il est définitif, voilà, c'est pas Marvel, c'est Star Wars. Ensuite, justement, dans la façon dont je fais évoluer ces vaisseaux, ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'aller reprendre d'autres super-héros, mais d'aller utiliser tout ce qui fait notre monde, toute la culture industrielle, technologique de notre monde. Si tu regardes bien, il y a des références, il y a des logos, parce qu'on utilise maintenant une technologie terrestre, donc on utilise un vrai réacteur d'un véritable avion de chasse qu'on a mis sur un speeder, donc on a mis le logo de cette marque. Il y a Boston Mécanique, parce qu'on emprunte tout le travail qu'ils font sur la mécanisation de leur fameux droïde. On se dit que peut-être aussi, ils pourraient arriver à finir par créer un quadripode, et quand on refait le nôtre, eh ben, on met cette petite référence assez subtile. Ça, c'est des références qui m'intéressent plus que simplement dire je vais basculer d'une science-fiction à une autre.
Non, là, moi, elle aura ce fond commun, dans ma généalogie, voilà, c'est Star Wars et pas autre chose.